Dans le podcast AWS en français, nous parlons de données, comment créer un répertoire de données au niveau d'une entreprise, quels mécanismes mettre en place pour assurer l'adoption de ce répertoire et quelles technologies ont été utilisées. Bonjour, bienvenue dans le podcast AWS en français. Merci d'être là tous les vendredis matins, 30-40 minutes pour parler du cloud, parler de retour d'expérience de certains de nos clients ou de nos partenaires. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Anaïs Gelfi, Data Platform Manager chez Pernod Ricard, et Romain Nillot, Manager du Centre d'Excellence Data, le Data Center of Excellence, avec une virgule entre Data et Center of Excellence. On va parler de la donnée aujourd'hui, on va parler de Pernod Ricard et de votre projet, Data Portal. Peut-être avant de rentrer dans Data Portal, Pernod Ricard, je crois que tout le monde connaît, en tout cas certaines marques, mais c'est beaucoup plus grand que ce qu'on connaît, non ? C'est quoi Pernod Ricard ? Effectivement, Pernod Ricard, c'est un grand groupe international. On est deuxième vendeur de vins et spiritueux dans le monde. On a à peu près 250 marques dans notre portfolio. Donc, on a des marques internationales iconiques que vous connaissez sûrement comme Havana Club, Chivas ou même des champagnes Perrier-Jouët ou Mumm, par exemple. On est présent dans plus de 160 pays. Et donc on est un groupe du coup qui est de plus en plus tourné vers la tech, puisque du coup notre nouveau modèle de croissance, c'est la Conviviality Platform, où le but c'est de proposer le bon produit au bon client, au bon endroit, au bon prix, et c'est là partout dans le monde grâce à la data. Donc forcément, nous équipe data, ça nous amène beaucoup de sujets passionnants. Et donc vous êtes lancé dans un projet de portal de la donnée partageable par toutes les business units dans le monde, et on va en parler en détail. C'est quoi ce projet Data Portal ? Alors le Data Portal, c'est un projet qu'on a démarré il y a 6 ans avec Anaïs et avec toute l'équipe. Le but, c'est vraiment d'être le point d'accès unique à la donnée dans le groupe Pernod Ricard pour tous les départements et toutes les filiales. La data est souvent éparpillée un peu partout dans une organisation, encore plus quand elle est décentralisée comme Pernod Ricard. Et le but, c'est d'éviter que un utilisateur cherche à donner dans 15 outils de dashboarding différents, dans ses emails, dans SharePoint, dans des data lakes différents. Donc là, le but finalement de notre Data Portal, c'est d'être un point d'accès unique à la donnée pour faire en sorte que les utilisateurs puissent consommer de la donnée dans ce portail et la trouver très facilement. Quand on parle données, j'aime bien donner un ou deux exemples pour que ça soit concret. On parle de quel genre de données ? Du reporting financier, des données produits, du recherche et développement, enfin un peu de tout ça, je suppose. Quand on parle de données, l'objectif du Data Portal, c'est justement d'accéder à tout type de données. Donc on parle aussi bien de ce qu'on appelle nous des raw data, donc ça va être des fichiers plats qui viennent du data lake, qui peuvent être des données qui viennent de Facebook par exemple, de nos médias, de l'open data, ou même des données internes à l'entreprise, comme de nos systèmes financiers. Et on va également exposer ce qu'on appelle nous les données processées, qu'on peut appeler data mart dans le cadre de la BI par exemple, ou chez nous on appelle ça data repository pour tout ce qui va être data science, qui sont des données qui sont cleanées, transformées et mise à disposition, pareil dans le Data Portal, en général stocké dans le base de données SQL. Et le dernier type de données, donc c'est plutôt orienté business. Donc on va être sur du reporting classique BI, donc sur des solutions comme Power BI ou ClickSense chez nous, mais également des outputs pour des data scientists. Donc par exemple, si on fait des modèles de data science, nos data scientists sont en capacité de créer des applications facilement accessibles pour les partager au business. Donc le Data Portal, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on adresse vraiment toute la chaîne de valeur data, de la raw data jusqu'au reporting. Dans une organisation qui est extrêmement décentralisée, par les marques que tu as citées au début, Romain, j'imagine qu'il y a eu beaucoup de fusions-acquisitions, donc des cultures différentes, des technologies différentes. C'était quoi votre point de départ il y a 5-6 ans, il y a 6 ans quand vous avez commencé ce projet ? Comment vous faisiez avant ? Oui, alors peut-être effectivement pour rappeler peut-être le contexte, effectivement on parlait d'un contexte décentralisé. D'un point de vue data, on pourrait estimer que c'est quelque chose de compliqué, mais en tout cas d'un point de vue business, c'est vraiment une force pour le groupe Pernod Ricard. Le but du groupe Pernod Ricard d'être décentralisé, c'est donc de laisser chaque marché du coup vraiment aussi responsable de sa stratégie business, c'est-à-dire que dans certains marchés, on va pouvoir acquérir des marques locales. On a des marques, par exemple au Brésil, on a une marque qui s'appelle Passport, qui fait partie des top brands qu'on n'a pas dans d'autres pays. Donc ça, c'est vraiment l'objectif d'être décentralisé, c'est de permettre finalement d'avoir
un portfolio de marques qui est vraiment varié, qui mixe à la fois des marques stratégiques internationales et aussi des marques locales. Par contre, effectivement, d'avoir ce modèle décentralisé où chacun du coup a sa stratégie, c'est peut-être plus compliqué d'un point de vue technique des fois. Et là, le but finalement, c'est de pouvoir de plus en plus globaliser nos plateformes et nos technologies, c'est-à-dire que on va laisser forcément un pouvoir de décision local très fort, et on va essayer de partager des technologies entre toutes nos filiales pour essayer d'avoir le plus de synergie finalement dans nos technologies et dans nos data. Et le point de départ, il y a 5-6 ans, c'était quoi? C'était 2-3 data lakes à gauche et à droite, beaucoup d'Excel, du SharePoint, de l'email. Alors ouais, plutôt les technologies de la fin que vous mentionnez, c'est-à-dire que data lake, il y a 5-6 ans, il n'y en avait pas beaucoup dans le groupe. Il y avait beaucoup de données justement on-premise, donc qui n'étaient pas forcément sur des clouds, beaucoup de données qui circulaient par email, beaucoup de données qui circulaient dans des SharePoint ou des OneDrive, du coup, qui étaient finalement un peu le prédécesseur dans certains cas de notre data lake. Et donc du coup, ça effectivement, à l'heure actuelle, maintenant, ça a évolué puisqu'on a des data lakes. On a plusieurs data lakes du coup dans plusieurs environnements techniques. Mais par contre, la force de notre data portal, c'est justement de les consolider au même endroit et de faire en sorte que ce soit simple d'accès, puisque notre data portal est vraiment un passe-plat et une abstraction pour simplifier finalement la complexité de nos services techniques. Oui, donc l'idée ou la vision du départ, corrigez-moi si je me trompe, c'était de fournir un point d'accès unique central pour tout le monde, pour que tout le monde puisse consommer ou partager de la donnée, mais sans nécessairement regrouper, centraliser toutes les différentes sources de données que vous aviez. C'est plus une idée de fédération que de centralisation. Et c'est exactement ça, parce que nous, on a un landscape technologique qui est très décentralisé, comme le disait Romain, qu'on tend à globaliser, mais on est encore aujourd'hui dans un écosystème qui est très décentralisé. Et donc, l'objectif du data portal, c'est en effet de fédérer, de se dire, peu importe la technologie que j'utilise, de data lake ou de reporting, je peux accéder et trouver mes données dans le data portal. D'où cette optique d'être agnostique de la technologie. Donc ça, c'est déjà l'étape 1. Et en parallèle, on mène évidemment des chantiers plus globaux pour justement globaliser les technologies. Mais on sait qu'on va rester dans cette situation pendant plusieurs années, parce que forcément, on a un historique qui est très ancien, et migrer tout ça vers des nouvelles technologies, ça prend beaucoup de temps. Donc le data portal est vraiment là pour fédérer, trouver et ensuite nous accompagner dans la transformation data du groupe. Et donc c'est quoi? C'est un catalogue de métadonnées où on peut chercher les données et dire elles sont là, j'y ai accès, j'y ai pas accès? Ça couvre plusieurs fonctionnalités. Tout d'abord, la partie forcément catalogue de données. Donc on peut chercher des données et trouver des informations. Donc quel type de données on a, qui est le responsable business, qui est le responsable technique, sous quel format je peux consommer ma donnée. Est-ce que c'est du data lake, du Snowflake, de la base de données classique ou du reporting. Donc ça, c'est vraiment toute la couche metadata qui est disponible dans le data portal. Mais via data portal, on va un peu plus loin parce qu'on gère toute la partie accès. Donc l'utilisateur peut demander accès physique à la donnée via le portail. La demande est acceptée, pareil, toujours au sein du portail, et consommer la donnée. Donc il peut aller consommer la donnée du data lake une fois qu'il y a accès et consommer du reporting. Quand tu dis consommer, je t'interromps, ça veut dire quoi? Vous lui donnez un endpoint, une URL où il peut se connecter chez vous, ou vous donnez l'URL de la source originale, il peut aller se connecter sur la source originale? En fait, le data portal embarque directement dans ce même portail la solution de reporting. Donc en fait, il vient charger le reporting dans le data portal, mais ça peut être du reporting ClickSense, Power BI ou autre. Et sur le data lake, on vient amener en fait un front-end qui est mutualisé entre toutes les solutions de data lake qu'on a. Donc l'utilisateur, en fait, il va, par exemple, télécharger de la donnée qui peut être sur AWS ou un autre cloud provider, tout en pensant que tout se fait via le data portal. Et c'est un peu ça qui est clé pour nous, c'est de garder en fait une expérience utilisateur, une interface commune, mais derrière de venir embarquer des technologies différentes. Et comment ça marche? C'est une question bateau, je suis désolé. Comment vous êtes lancé là-dedans? Techniquement, quelles sont les briques de base que vous avez choisies? Comment s'est passée cette phase de projet de ces dernières années pour en arriver là où vous êtes aujourd'hui? Alors, ça fait 6 ans qu'on a démarré le projet. Donc, effectivement, la toute première version de notre data portal, c'était juste une petite API qui était développée du coup avec API Gateway et Lambda, et qui permettait un front-end qui était un CMS, je crois que c'était Drupal à l'époque, qui permettait de restituer les données de façon toute simple. Et les données étaient même pas dans une base de données, elles étaient dans un fichier JSON qu'on envoyait dans S3, du coup le data lake de Amazon, et où du
coup on récupérait ces métadonnées grâce du coup à l'API, donc c'était vraiment assez archaïque. Ça nous a permis de tester le fonctionnement de notre data portal, d'avoir des premiers users. Alors quand je dis des premiers users, c'était une vingtaine, donc c'était rien de très exceptionnel. Et puis après, l'architecture a évolué. Ce qui est intéressant, et c'est un choix qu'on regrette pas au quotidien, mais je trouve qu'on mesure pas assez cette valeur, c'est d'avoir choisi une infra serverless, puisqu'en fait, au niveau sécurité, au niveau scalabilité, on n'a jamais de problème. On se lève pas la nuit pour provisionner des machines en plus. On se lève pas le week-end pour patcher des serveurs quand il y a un problème de sécurité sur des librairies ou autre chose. Et ça, finalement, c'est très confortable parce que tous les autres projets qu'on a, finalement, souvent, on a toujours des problèmes de scalabilité de machines où du coup on doit rajouter des serveurs où les gens sont pas contents, ça marche pas. Là, finalement, d'un point de vue scalabilité, c'est super. Sécurité, c'est super. D'un point de vue prix, c'est imbattable. Et du coup, cette archi qu'on avait pris un peu en mode POC au début, qu'on a continué à utiliser avec des fois des contraintes, parce que du coup le serverless ça amène aussi des contraintes technologiques. Finalement, on est très content aujourd'hui d'avoir pu faire ces choix. Je pense que c'est hyper important parce que ce qui est assez marrant, c'est que le projet a énormément grandi depuis en 6 ans et qu'on a gardé les mêmes briques technologiques que le départ sur de la stack serverless. Donc ensuite, on a forcément enrichi la stack au fur et à mesure, mais ça, on a à aucun moment, on s'est dit, on va devoir complètement migrer l'architecture parce qu'on arrive à un point de non-retour, parce qu'en fait, on est dès le départ parti sur du serverless. Et ça, je pense que c'était vraiment la clé du projet pour nous d'un point de vue architecture. C'était une espèce de pari fait il y a 5-6 ans quand c'était peut-être un peu moins populaire que maintenant, mais qui paye encore plusieurs années après. Tu as parlé d'API Gateway, S3, DynamoDB. Oui, c'est donc toute la couche interface graphique, métadonnées, gestion des métadonnées, API qui est implémentée comme ça. Je le répète, mais c'est juste pour moi me conforter. Donc, j'ai bien compris, le reporting et les accès aux données même ne se passent pas dans le data portal. C'est un système fédéré qui délègue l'accès aux sources de données là où elles sont. On est bien d'accord. Exactement. Et pour prendre un exemple très concret, en fait, notre data lake, on en parlait tout à l'heure, c'est 13 data lakes différents. Il y a une partie des data lakes qui sont des data lakes sur Amazon S3, et il y a une partie des data lakes qui sont aussi sur Azure ADLS, et du coup, cela dans des régions du monde différentes. Par contre, pour l'utilisateur, ça change rien du tout. C'est-à-dire que quand lui se connecte au data lake, il voit une version fédérée de ces données, quel que soit le cloud provider et quelle que soit la localisation de la techno. Tout ça aussi pour éviter finalement, ça c'était le but très simple au début, c'est de se dire, on n'a pas envie de donner un accès à la console S3 ou ADLS à nos users parce que des fois c'est complexe. Donc pour un user business, il a peut-être pas envie de devoir sélectionner son bucket, voir plein de buckets techniques et voir plein d'infos. Donc on avait fait une surcouche un peu plus simple finalement du data lake, et au final ça nous a permis aussi d'utiliser ce passe-plat finalement comme quelque chose qui abstrait la technologie et qui permet de fusionner ou de fédérer du coup des data lakes différents dans des localisations différentes et sur des cloud providers différents, et c'est ça qui est assez puissant au final, parce que notre utilisateur voit le data lake comme un Google Drive au final, alors que derrière il y a beaucoup plus de fonctionnalités, beaucoup plus d'options quoi. Et si demain vous achetez une autre société qui utilise encore une technologie différente, c'est relativement facile à intégrer aussi pour la même raison. Tout à fait. On a parlé de serverless, Lambda, API Gateway. Vous en êtes toujours sur cette stack technique-là ou est-ce qu'elle a évolué dans le temps également ? Du coup, on est resté sur les composantes principales qui ont été évoquées, mais on a enrichi la stack technique pour répondre à des nouveaux challenges. Donc, par exemple, nous, on a des utilisateurs en Australie et aux États-Unis. Le portail, il faut qu'il réponde vite. Donc, nous, on a mis en place Lambda Edge pour s'assurer qu'on puisse avoir le même temps de réponse dans le monde entier pour tous nos utilisateurs. Donc, Lambda Edge, juste pour ceux qui connaissent pas, ce sont des fonctions Lambda avec des gros guillemets qui sont déployées côté CDN, donc d'où le nom Edge, à proximité des utilisateurs et qui peuvent transformer les requêtes HTTP rentrantes et sortantes vers chez vous. Exactement. Et donc vous déployez en multi-région également ? On déploie en multi-région. En fait, on déploie sur 2 régions aujourd'hui, l'Australie et l'Europe, ce qui couvre nos besoins. Peut-être que demain, on viendra remettre un déploiement aux USA. Ce qui veut dire que nos données, donc en base de données, nous, on a DynamoDB. On a les données répliquées en Australie et en Europe. Et DynamoDB, c'est pour les métadonnées, c'est ça ? C'est ça, DynamoDB, il stocke, donc on l'utilise vraiment pour stocker
toutes les données métadonnées du data portal. Donc ça va des métadonnées des sources, mais aussi on vient stocker toutes les permissions dans DynamoDB. Ah oui, le modèle de permission dont on parlait avant. Comment vous faites de la recherche sur les métadonnées? Parce que DynamoDB est bien pour accéder à un index particulier quand on sait ce qu'on veut. Quand on veut chercher, c'est pas nécessairement la solution la plus rapide. Comment vous avez fait ça? Ça c'est une très bonne question, parce que DynamoDB on l'a bien fait évoluer depuis le démarrage, parce qu'on a remis à plat à un moment, parce qu'on avait beaucoup de problématiques de temps de réponse sur DynamoDB, justement par rapport à ce qui vient d'être évoqué. Dû à quoi? À des scans un peu trop violents? Des scans trop violents, je pense une mauvaise organisation de la base. Donc on avait travaillé avec AWS à l'époque pour passer en design pattern, ce qui a considérablement en fait réduit les temps de réponse. Donc les utilisateurs étaient contents. Et forcément quand on passe en design pattern, ça veut dire qu'on vient aller dupliquer des données pour avoir un temps de réponse qui est ce qui doit être en fonction de la demande qui est entrante. C'est le principe d'un index, on duplique des données quand on crée un index. Et donc ça c'était un premier point dans cette évolution d'architecture. Et sur la search aujourd'hui, on est encore sur DynamoDB. À date, on a une search qui pourrait être beaucoup plus performante, donc on est en train de regarder des alternatives, donc notamment du Elasticsearch. Ça c'est en cours, et ce serait la prochaine évolution d'architecture pour répondre à toute la problématique de search. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les recherches sont limitées à certaines métadonnées. On peut pas chercher, je sais pas, sur des tags par exemple, ou alors vous devez scanner toute la base de données Dynamo, ce qui n'est pas nécessairement efficace. Aujourd'hui, la search bar, en fait, on a une search bar et des facettes. Sur la search bar, on va aller scanner uniquement le nom de la source et la description. Donc, un utilisateur qui va taper consumer, la search n'est pas assez intelligente pour se dire, tiens, je vais aller filtrer sur tous ceux qui ont un tag consumer. Donc, on est vraiment search uniquement dans le titre et la description, et derrière, il va falloir utiliser tous les filtres et les tags pour aller plus loin dans la recherche. Et donc Lambda on Edge, vous l'utilisez dans quel contexte dans cette architecture-là? Il a un rôle très simple. Au final, le but, c'est vraiment d'aiguiller l'utilisateur vers la région la plus proche, et du coup de faire en sorte que, comme on a une stack technique Data Portal qui est déployée et dupliquée dans plusieurs zones pour que ce soit plus performant, l'utilisateur, quand il va demander une page, finalement, Edge va le rediriger vers la stack qui est le plus proche possible dans sa en matière de réseau et de latence, et c'est un bon cas d'utilisation de Lambda on Edge. Il y a deux points de détail dans lesquels je voudrais creuser par rapport à ce que vous avez dit avant. On a parlé de la sécurité des accès et de demander des accès, etc. Donc comment vous gérez la sécurité des accès, parce que forcément s'il y a tout le reporting financier de la société, tout le monde n'a pas accès à tout et pour toutes les géographies et tout le temps. Et puis j'en parlerai après. On va commencer par la sécurité. Sur ce premier point, donc la gestion, en fait, il y a plusieurs niveaux de gestion en fonction de la criticité de la donnée. Je vais découper en deux. Le premier cas, c'est j'ai une source de données et quand je donne accès à un utilisateur, il a accès à tout. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas de row level sécurité, on a vraiment, c'est binaire, c'est oui ou c'est non. À ce moment-là, les accès sont gérés dans le data portal. Donc, l'utilisateur demande l'accès, le business user qui est responsable de la source de données dit oui, et à partir du moment où on dit oui, c'est le data portal qui va gérer, en fait, le fait que afficher à l'utilisateur, en fait, les informations, parce que le data portal sait qu'il a accès. Donc, en fait, on délègue toute cette gestion d'accès au data portal. Et ce qui nous permet d'éviter de passer par la console S3, de passer par la console Microsoft pour le cloud de Microsoft. Donc ça, c'est géré par le data portal. Ensuite, il y a un scénario 2 qui est un peu plus complexe, notamment quand on parle de reporting financier. C'est par exemple, la Chine n'a pas accès au PNL des USA. Et ça, et inversement. Et ça se fait au niveau du reporting. Donc, c'est ce qu'on appelle chez nous du row level security. Et à ce moment-là, il y a une option sur le data portal pour dire je délègue le droit d'accès à la solution de reporting. Et en fait, quand l'utilisateur va vouloir ouvrir le dashboard ou même voir qu'il y a un dashboard qui existe, le data portal va vérifier que l'utilisateur a bien accès dans la solution de reporting. Et donc là, on a à ce moment-là une délégation en fait des droits d'accès, parce qu'on va vérifier dans la solution de reporting finale que l'utilisateur a accès. Et ça nous permet de couvrir tout le spectre, de se dire pour ce qui est assez facile à gérer, c'est le data portal qui le fait, et ce qui est plus complexe, on peut déléguer cette gestion d'accès à la solution de reporting. Et c'est l'utilisateur qui choisit.
Et donc vous avez dû vous intégrer avec les systèmes d'identité des différentes sociétés du groupe ? Tout à fait. Alors nous, ce qui est simplifié chez nous, c'est que tout le monde, on est sur Office 365 de Microsoft, donc tout le monde, tous nos emails Pernod Ricard sont sur l'Active Directory. Donc forcément, c'est vraiment notre la source. Toute la partie authentification, elle est gérée comme ça. Et on n'a pas à gérer nous différentes authentifications. C'est vraiment une seule. Et donc côté AWS, ça retombe sur du AWS SSO, je suppose, ou quelque chose de similaire ? Donc du coup, un utilisateur qui passera par la console AWS, c'est du AWS SSO. Par contre, nous, via le Data Portal, tous les accès dans le Data Lake d'AWS, par exemple, ils sont gérés par le Data Portal. Donc à ce moment-là, on fait même pas, en fait, on gère pas la délégation d'accès avec l'AWS. Oui, d'accord. Parce que tout est géré dans le Data Portal. Oui, donc il y a pas forcément, il y a pas un utilisateur par personne côté AWS. C'est le Data Portal qui est l'utilisateur et qui a des utilisateurs ou des rôles techniques qui permettent d'accéder aux données. Tu as parlé de filtres par géographie également. Ça se fait uniquement par la délégation de la sécurité au business owner des données, ou il y a des filtres au niveau du Data Portal également? Il y a également des filtres au niveau du Data Portal, parce que dans notre Data Catalog, qui est intégré au Data Portal, qui répertorie, cartographie toutes les sources de données, à chaque fois qu'on partage une source de données, on est obligé de mettre des tags, et un des tags obligatoires, ça va être la filiale. Donc la donnée que je partage, elle concerne quelle filiale? Est-ce que c'est une donnée groupe qui concerne tout le monde? Est-ce que c'est une donnée Chine, USA, etc. Et donc, quand cette source est partagée, on la tag forcément avec une filiale. Et un utilisateur chez nous aux USA, quand il va se connecter sur le Data Portal, il va être préfiltré sur sa filiale. Parce qu'il n'est pas intéressé par ce qui se passe en Espagne ou au UK. Donc il est préfiltré par sa filiale, donc il peut voir tout ce qui est dispo chez lui. Et s'il a envie d'explorer plus, il peut enlever le filtre et voir tout ce qui est disponible. Donc on a vraiment ces métadonnées où on vient justement obliger les utilisateurs à taguer leurs données avec le spectre filiale notamment. Et après, par contre, tout ce qui va être accès, donc quand j'accède physiquement à la source, s'il y a du row level security, il est géré évidemment par la solution de reporting par la source. La donnée. C'est ça. Et alors, ce que j'essaye de comprendre, vous avez dû mettre en place un modèle de sécurité dans l'application Data Portal. Vous avez dû créer votre propre système de sécurité, de stockage, d'API, etc. Ok, je vois comment ça marche. Oui, Robin. Après, non, mais c'est effectivement, et ce qui est intéressant, c'est que, et dans tous les cas, c'est un peu la philosophie du Data Portal, c'est aussi de pouvoir s'appuyer sur des services existants. En l'occurrence, typiquement pour l'authentification, comme le disait Anaïs, on utilise beaucoup le SSO de Pernod Ricard, qui est le SSO Office 365, et on utilise aussi beaucoup les groupes AD, donc Active Directory, du coup, qui nous permettent de s'appuyer sur une technologie existante et prouver. Donc ça, c'est finalement un peu notre credo de s'appuyer sur des solutions ou des services qui existent, qui sont éprouvés, où on redéveloppe déjà assez de choses finalement pour le Data Portal et on essaye de s'économiser finalement pour réutiliser le plus de choses possibles sur étagère qui font qu'on n'a pas besoin de les créer ni de les maintenir. L'autre question que je me posais en vous écoutant parler, c'est comment vous gérez l'adoption pour les fournisseurs de données? Est-ce que c'est un challenge que notre société mère Amazon.com a eu également quand on a mis en place un data lake au niveau entreprise? On voit bien l'incentive pour les consommateurs de données, mais qu'est-ce qui pousse un groupe, surtout dans une structure très décentralisée avec des groupes indépendants, qu'est-ce qui pousse un groupe à publier leurs données sur le Data Portal? C'est un peu la question clé et qui anime encore notre quotidien aujourd'hui, 6 ans plus tard. Nous, ça fait 6 ans qu'on fait nos roadshows pour aller présenter le Data Portal à toutes nos filiales. Et en fait, on a des différents niveaux de maturité. Et malheureusement, on n'est pas forcément maître de tout ce qui se passe dans nos filiales. Donc, il y a certaines filiales qui ont adopté l'outil parce qu'elles ont trouvé ça hyper intéressant pour elles, notamment côté finance, pour centraliser et gérer les accès aux données. Et à ce moment-là, dans certaines filiales, je pense à l'Australie notamment ou à notre filiale The Absolute Company, on a des ambassadeurs, des gens qui ont voulu être ambassadeurs et qui ont drivé cette acculturation locale, ce qui a permis d'avoir quasiment un taux de couverture de 100% sur des sources locales sur le Data Portal. On a d'autres filiales, par contre, dans lesquelles on n'a pas forcément trouvé d'ambassadeurs et où on sait qu'on couvre peut-être 10% en fait du périmètre total. Et aujourd'hui, nos leviers, nous, au global, pour justement que l'outil soit plus utilisé, on n'en a pas beaucoup à part la communication, l'évangélisation,
auprès de nos filiales. Donc c'est là où nous, en fait, on est un peu tiraillés parce qu'on fournit une solution, on prouve la valeur, mais derrière, ça dépend évidemment du déploiement en filiale. Oui, c'est le problème de la carotte. Et quelle est la carotte qu'on va donner au business owner, au data owner? Un truc qui a bien marché chez nous, chez Amazon Group, je parle pas d'AWS, et loin de moi de l'idée de vouloir vous recommander quoi que ce soit, un truc qui a marché chez nous, c'est de dire si vous mettez vos données, vos datasets dans, pour vous, ce qui s'appelle le data portal, ça porte un autre nom chez nous, vous pourrez faire des cross-jointures, des jointures avec d'autres datasets existants. Et donc vous pourrez croiser vos propres données avec ceux des autres. Et donc du coup les équipes voyaient un intérêt pour elles à publier. Et ça permettait de faire un cercle virtueux parce qu'à la fois elles avaient un bénéfice en tant que publicateur de données, publisher de données, je sais pas comment on dit en français, data publisher, mais ça enrichissait l'écosystème total également. Est-ce que c'est quelque chose qui est techniquement possible chez vous de commencer à dire ok, si on a un modèle de métadonnées, on peut commencer à faire des queries cross data lake ou cross data source? Et alors forcément, toute reco du groupe Amazon sur la data, on prend. Je pense que du coup, forcément, c'est Amazon dans sa gestion de la donnée est clairement un exemple à ce niveau-là. Et effectivement, je pense que c'est un bon avantage pour nos filiales de leur dire effectivement demain, si tu le fais une fois et que ça prend un peu plus de temps, tu pourras aussi finalement les croiser avec d'autres données. Et aussi, tu pourras, quand tu vas déposer ta donnée, peut-être découvrir des sources de données que tu ne connaissais pas. Tu vas pouvoir demander accès si tu n'y as pas accès, parce que une partie du portal, c'est aussi de pouvoir demander des sources auxquelles on n'a pas accès. Et après, au final, c'est un peu l'effet boule de neige qui se met en route. Là, je pense qu'on a atteint effectivement cet effet boule de neige, alors qui continue à augmenter, où finalement une source on entraîne une autre, et puis une fois qu'après on a une masse critique, c'est toujours plus facile d'opérer. Là, je pense qu'on a atteint cette masse critique, mais effectivement, ça a mis un petit peu de temps. Ouais, c'est un effet réseau, hein. C'est comme le téléphone. S'il y a que 2 ou 3 appareils dans le monde, ça vaut pas trop la peine d'acheter un téléphone parce qu'il y a que 2-3 personnes qu'on peut appeler. Si tout le monde en a une, ça devient beaucoup plus intéressant. Vous en êtes où là après 5-6 ans d'adoption, tant à la fois publisher que consumer? Je sais pas si vous pouvez partager des chiffres. Sur les publishers, c'est toujours difficile à dire parce qu'on n'a pas une bonne vision nous au global sur combien de publishers en fait on devrait avoir dans toutes nos filiales. Donc c'est assez compliqué à dire. Par contre, en consommateur, ce qu'on peut partager, c'est que Pernod Ricard, on est à peu près 18 000 employés dans le monde et qu'aujourd'hui sur le data portal, on a par an à peu près 8 000 utilisateurs. Donc ça fait voilà. Donc il y a 6 ans, on n'en était pas là, mais ça a grandi de façon assez exponentielle. Donc ça, c'est les consommateurs. Et aujourd'hui, pour revenir à la question des publishers, j'ai un premier élément de réponse, c'est qu'on a entre 400 et 500 employés qui partagent des sources dans le data portal. Oui, quand tu dis que tu n'as pas de visibilité, au fait, tu ne sais pas combien de data sources il y a au total, donc tu ne sais pas quel pourcentage représente ces 4-5, puisque par définition, c'est distribué, c'est décentralisé. Mais 8 000 sur 18 000, ça fait presque 50% des utilisateurs. C'est qui les utilisateurs du data portal d'ailleurs? Eh bien, on a vraiment de tout profil, cross-département, cross-fonction. Quand même, faut préciser que Pernod Ricard, nous, 95% de l'utilisation du data portal, c'est pour de la consommation de reporting, donc des profils plutôt business chez nous, notamment sur la partie commerciale, marketing, ça c'est les fonctions assez fortes, et financières. Ça c'est nos top users. Et ensuite, les 5 autres %, ça va être des profils plus techniques qui sont dans les équipes plutôt globales, donc ça va être data scientist, data engineer, data analyst. Donc, et on touche tous les niveaux, c'est-à-dire ça va du reporting opérationnel sur la chaîne de production jusqu'au reporting financier du PNL global. Donc, on touche tous les niveaux et tous les départements de l'organisation. Donc un projet central est très visible dans l'organisation également. Non, et peut-être même pour ajouter quelque chose alors c'est peut-être plus à la marge, mais sur ces 8000 personnes, on a aussi des fournisseurs, donc du coup qui peuvent être nos fournisseurs, par exemple DHL, du coup qui fait du transport, du coup se connecte au data portal pour suivre ses expéditions d'un pays à l'autre. On a été assez surpris il y a quelques années de recevoir un mail sur le support en disant que DHL n'avait plus accès au data portal, et du coup on était très content de voir qu'ils accédaient à des données du coup avec des sécurités
sécurité spécifique, bien entendu, sur des dashboards de shipping. Et on a aussi des clients, donc du coup, nos clients en B2B, c'est hôtel, bar, restaurant, ou plutôt des regroupements de clients, par exemple des chaînes d'hôtels, qui vont consommer des données avec nous, du coup, sur leur vente, sur d'autres choses. Donc ça, du coup, c'est aussi demain quelque chose qu'on pourrait mettre un peu plus en avant, finalement, de pouvoir offrir un service à nos clients, un service à valeur ajoutée pour qu'ils puissent consommer des données sur notre plateforme et qu'ils puissent récupérer des choses intéressantes pour eux. Eh ben, ça fait une transition superbe sur ma question suivante. Une des caractéristiques du Data Portal, et je l'ai appris en préparant cet épisode, c'est que vous pensez éventuellement le distribuer en marque blanche. Est-ce que, bon, je résume peut-être, c'est peut-être un peu brut de... Alors non, du coup, et on a des bonnes nouvelles à annoncer, puisqu'en fait, ça a déjà été, ça a été contractualisé et formalisé du coup il y a quelques semaines. Donc on peut l'annoncer officiellement. On s'est allié du coup avec le groupe français JC2Co, où en gros du coup c'est une alliance un peu inédite, hein, c'est assez nouveau. Ce qu'on propose, c'est d'être allié technologique avec eux. Donc il n'y a pas de transfert d'argent, c'est-à-dire que le but, c'est de leur proposer, on leur donne le data portal pour faire simple. Le code source. Et on se dit, exactement, le code source. Et on se dit, maintenant, on devient partenaire allié pour co-développer le data portal dans le futur. Et on cofinance ces futurs développements. Donc, l'avantage, il est multiple, mais forcément, on bénéficie de part et d'autre de la maturité de l'autre partenaire. Forcément, c'est évident, on diminue les coûts de développement et du coup, forcément, on va 2 fois plus vite si on est 2 partenaires. Donc ça, c'était des choses qui nous ont vraiment motivés et on a mis 1 an ou 2 ans à formaliser ce partenariat et cette alliance parce que d'un point de vue contractuel entre 2 groupes comme Pernod Ricard et JC2Co, c'est pas simple au début. Mais finalement, on a beaucoup de similarités. C'est un groupe qui est aussi très familial, JC2Co, comme Pernod Ricard. Et effectivement, actuellement, on est persuadé que ce nouveau modèle d'alliance, où le but c'est vraiment de s'allier entre boîtes non concurrentes, au final, le bénéfice peut être vraiment super important. Aujourd'hui, c'est le data portal. Demain, ça pourrait être autre chose. Et c'est pas une joint venture pour vendre ce produit à des clients. C'est JC2Co qui s'est dit tiens, on a un besoin similaire, vous avez quelque chose, donc pourquoi ne pas unir les efforts et donc développer à 2 avec deux forces de frappe, mais pour vos besoins internes respectifs. J'ai bien compris ? Exactement. Et ça, c'est aussi important de le préciser, c'est-à-dire qu'on partage le code source. Donc, du coup, chaque data portal est déployé dans son environnement technique, dans son cloud spécifique. Il n'y a pas de partage de données entre les 2 entreprises. Et effectivement, le but, c'est de continuer à collaborer finalement tant qu'on a des stratégies alignées communes. Et en fait, demain, on n'est pas liés dans le temps. Donc, c'est ça aussi qui fait que du coup, on a envie de continuer quand ça marche. Mais effectivement, il n'y a pas d'intérêt économique commun. L'intérêt, c'est que nos 2 entreprises y trouvent un bénéfice pour accélérer leur transformation digitale et data de part et d'autre. C'est se mettre ensemble sur la construction, le développement de solutions communes. Ça marche comment, la gouvernance dans ce cas-là ? Parce que vous allez avoir des besoins différents. Il y a un risque que ça diverge, mais si ça diverge, on perd un peu le bénéfice de se mettre ensemble. Alors, je sais, c'est tout nouveau. Vous n'avez peut-être pas encore le recul, mais vous y avez certainement déjà pensé et discuté avec JC2Co. C'est un point très important sur lequel on est en train de travailler en ce moment sur la partie gouvernance. Donc, on définit la roadmap commune avec JC2Co sur laquelle on va se mettre d'accord. Et ensuite, ce qui va driver tout le reste en termes de développement et de priorisation. Et on pourra en reparler dans quelques mois parce qu'on a notre premier comité justement avec JC2Co et Pernod Ricard en novembre pour se mettre d'accord sur cette roadmap commune et les prochaines étapes. Et la clé du projet, je finis juste sur ça. La clé du projet, c'est que on a un intégrateur commun. Et ça, c'est primordial parce que du coup, on travaille avec la même société qui développe les fonctionnalités. Et ensuite, on met tout le cadre de gouvernance en termes de comité, de priorisation et de roadmap entre JC2Co et Pernod Ricard dans des instances. La difficulté, c'est de garder l'agilité, je suppose, mais tout en avançant dans une direction commune. C'est ça, c'est pour ça que le cadre, il est important. Nous, on est assez confiants sur la partie agilité parce que ça fait 6 ans qu'on travaille en agile sur le data portal et on va copier-coller en fait les méthodes qu'on a en interne pour opérer l'alliance avec JC2Co. Après, le plus compliqué, c'est de se dire comment on va faire si on n'est pas d'accord sur la roadmap commune. Ça, on n'en est pas encore là. A priori, on est assez alignés, mais ça va être des challenges plutôt au niveau priorisation, je pense, qu'on va avoir.
Super intéressant comme approche. Romain, tu veux ajouter quelque chose? Ouais, c'était assez surprenant en fait dans les premières discussions. En fait, JC2Co s'est montré intéressé par le portail. Mais assez vite, on s'est dit est-ce qu'on va être aligné sur les grands enjeux des années prochaines. Et c'est assez marrant en fait de voir qu'assez naturellement, on est des groupes très différents, en tout cas dans notre business, peut-être pas dans notre structure, mais qu'en fait, on a des problématiques très très similaires au quotidien en fait sur la qualité des données, sur l'onboarding et l'upskilling des équipes. Sur la découverte des données à travers un data catalogue, et tous ces chantiers du coup ont été comme une évidence en fait de part et d'autre pour se dire oui, ça doit être des chantiers communs parce qu'en fait des deux côtés on en a besoin en fait. Et ça c'est assez étonnant, et quand on en parle avec d'autres entreprises, c'est pas rare que ces autres entreprises partagent aussi ces challenges. Et ça a été un peu la bonne surprise de découvrir qu'en fait on a des business différents, mais souvent des problématiques data qui sont assez similaires. C'est une bonne transition également sur le futur et le roadmap. Quelle est cette roadmap? Parce que vous avez la chance d'avoir un projet qui est relativement mature, 5-6 ans. C'est pas tous les jours que je fais des interviews avec des projets cloud qui ont 5-6 ans de recul. Deux questions. Je vais commencer par la première. Est-ce que la mise en place du data portal a débloqué des nouveaux cas d'utilisation, des choses qui n'auraient pas été possibles avant? J'ai une petite idée de la réponse. Tu as mentionné data scientist plusieurs fois. Est-ce que le machine learning, ça fait partie des choses que vous regardez pour le futur? Tout à fait. Aujourd'hui, au global, on a 3 gros projets de transformation data qui ont démarré il y a 2 ans. Donc, pour lesquels on a des data scientists, des machine learning engineers, des data analysts et des data engineers qui sont dans nos équipes, chez Pernod Ricard, entre le business et nos équipes du centre d'excellence data. Et forcément, avec ces nouveaux profils, on a des besoins qui sont arrivés. Donc, par exemple, un premier besoin, c'est un data scientist qui fait son modèle de machine learning. Comment il est en capacité de partager les outputs avec le business pour avoir des retours et itérer en fait sur le modèle. Et ça a été une fonctionnalité qu'on a mis en place dans le data portal, d'embarquer un outil qui s'appelle Streamlit, qui permet aux data scientists de prototyper des interfaces et justement de partager avec le business les outputs. Donc ça, par exemple, c'est une des fonctionnalités pour les data scientists, les machine learning engineers qu'on a intégré dans le data portal. Ça, c'est un premier point. Et notre objectif sur les 6 prochains mois, c'est que le portail devienne un peu plus central pour ces profils-là, machine learning engineer, data scientist, data engineer. Donc, on est en train de regarder comment on pourrait connecter plus notre data platform avec le data portal. Donc, ça pourrait être faciliter l'accès à des notebooks d'exploration Databricks. Ça pourrait être exposer plus facilement des modèles de machine learning. Et vu qu'on développe l'outil, le champ des possibles est assez large. Ça, c'est nos prochains challenges. Ouais, on pourrait imaginer un clic dans la console, pop, on te retrouve dans un notebook avec déjà les datasets préchargés. On avait parlé également interactivité, commentaires, reporting, c'est également un point, enrichir encore les métadonnées pour les utilisateurs. Ça c'est un vrai point. Donc nous on a sorti une grosse fonctionnalité là, cette semaine sur les métadonnées. Donc on a mis en place des métadonnées sur tout ce qui est partie data catégorisation. Est-ce que ma donnée est interne? Est-ce que ma donnée est open, externe? Est-ce que j'ai des contraintes de partage? Donc on a vraiment intégré dans le portail toute cette notion de data gouvernance pour pouvoir mieux comprendre les assets qui sont partagés. Ça, c'est un premier point. Et après, sur la partie interaction, on voudrait avoir la capacité de commenter des dashboards ou des datasets directement dans le portail pour pas dépendre des solutions de reporting ou data lake qu'on a. Et ça tombe bien parce que c'est en cours de développement. Donc ça va arriver avant la fin d'année sur le portail. Quand tu expliques tout ce qui a été fait, ce qui est en train d'être fait et le futur, c'est une équipe de combien de personnes? Enfin, si c'est pas indiscret comme question, de votre côté, et puis maintenant vous avez JC2Co en plus. Donc en interne, nous on a une product owner à temps plein aujourd'hui avec tout ce qui se passe. On a mis quelqu'un depuis septembre, donc ça c'est en interne. Et en externe, on travaille avec des développeurs qui sont d'une société externe, donc qui sont pas en interne chez nous. Et aujourd'hui sur le data portal, on en a à peu près, 5 full-time pour développer des nouvelles fonctionnalités. D'accord. Et a priori, JC2Co met le même genre de ressources sur la table, ce qui va doubler votre équipe de développement. Enfin, votre équipe projet au total.
Le projet Data Portal de chez Pernod Ricard et bientôt de chez JC2Co. On peut vous associer maintenant, en tout cas pour ce projet Data Portal. Merci Anaïs et Romain d'avoir expliqué l'origine, le projet, le présent et le futur de ce projet d'entreprise qui permet donc de fédérer l'ensemble des datasets que les business owners veulent bien publier et en tout cas de donner un point d'entrée unique à vos utilisateurs pour chercher et accéder à leurs données et puis la gouvernance de ces données. Merci d'avoir écouté le podcast AWS en français jusqu'au bout. Rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.